Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de présenter aujourd'hui cette thématique qui m'est chère. Moi je suis donc pédopsychiatre en périnatalité, je suis à Lyon depuis peu, j'étais à Paris au préalable. Vraiment j'ai fait tous mes travaux autour de la périnatalité puisque au début je travaillais sur les adolescents et plus ça va, plus on se dit que ça vient vraiment de là. Je crois que ça a été très très bien dit. Beaucoup de problématiques de l'adolescent viennent de cette période et de l'adulte aussi. Et plus on intervient tôt et plus on sait qu'on est efficace, on est vraiment à un moment clé du développement des parents comme des enfants sur lequel en plus on a des familles qui sont plutôt prêtes à intervenir, on va voir pourquoi. Donc je vais rester plus sur le côté pratique aussi, parce que je pense que c'est aussi... on a beaucoup de collègues qui s'intéressent beaucoup aux interactions précoces, puis qui sont peu formés. Je crois qu'il y a vraiment, on a un enjeu là, autour de la formation des collègues. Et les médecins généralistes, vous êtes vraiment en première ligne pour soutenir ces familles et les orienter si besoin. Juste un petit mot sur l'enquête nationale périnatale. Les 1000 jours, ça vient de plusieurs rapports qu'il y a eu dernièrement qui ont mis l'accent sur l'importance d'intervenir en santé périnatale. Alors, mon collègue de Santé publique France l'a déjà bien insisté. Il y a eu un rapport en Angleterre déjà important, puis un rapport sur la mortalité maternelle, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est très fort, puisque maintenant, on sait que la première cause de mortalité maternelle dans la première année qui suit la naissance, c'est des causes psychiatriques, dont le suicide, mais pas que. Donc vraiment, ça a mis l'accent dessus. La dernière enquête nationale périnatale, dont le rapport est sorti en 2022, a bien confirmé ces résultats, puisque c'était la première fois qu'ils allaient regarder à 2 mois l'état de santé des mères, et ils ont vu avec des seuils sur le PDS, qui est l'échelle classique de dépistage de la dépression du postpartum, avec des seuils qui étaient très élevés, puisqu'ils avaient pris un 13, on était à 16,7% de la population. Et si vous prenez un seuil qui est plus classique, qui est celui de 10, déjà d'adressage, on est à 29%. Vous imaginez un tiers. Je peux vous dire que nos collègues obstétriciens nous disent « Oh là là, c'est pas possible. Si vous voyez tous un tiers de la population, c'est énorme. » Bon, on était en période de Covid, il ne faut pas le négliger, mais l'enquête nationale périnatale, elle est très représentative puisqu'il n'y a que 3 maternités qui ont refusé de participer, donc sur toute la France. On est vraiment sur des chiffres assez nets. Je ne vais pas détailler tout, mais quand même... Un enjeu qui est important, qui est relevé par cette enquête nationale périnatale, c'est aussi ces mamans, alors outre les aspects traumatiques de l'accouchement qui sont importants, donc on a beaucoup aussi de stress post-traumatique, il ne faut pas parler que de la dépression, et on sait que tout ça, ça a un impact sur les interactions précoces, mais aussi des mamans qui vous disent qu'elles sont très préparées pour l'accouchement et en préalable, mais par contre, pour savoir comment apaiser leur enfant, le soulager, et bien là, elles ont été peu accompagnées et elles sont à la merci de finalement, alors je parle des mamans, mais vraiment les compagnons, les papas, les co-conjointes, c'est pareil, de tout ce qu'elles vont lire sur le net, et alors là ils sont perdus, ça passe de tout à rien, et finalement ils ont vraiment besoin d'être guidés par rapport à ça, et ils sont très en demande. Je vous ai mis aussi quelques chiffres sur les aspects de violence, parce que vous savez aussi que les violences conjugales ont un impact sur les interactions et sur le développement de l'enfant. Donc vraiment des chiffres qui sont intéressants. Je vous amène à vraiment aller regarder les résultats de ce rapport. Donc pourquoi c'est important? Là, on parlait des 1000 jours. Les 1000 jours, c'était mis en exergue parce qu'on est sur des périodes sensibles à la fois pour le parent dans sa construction, mais aussi pour l'enfant, avec 2 mouvements développementaux qui s'intriquent, qui fonctionnent en même temps. Et on ne peut pas attendre que le parent aille mieux pour que l'enfant aille mieux. Ça, souvent, au début, on nous a dit ça, on va traiter la mère. Non, ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut traiter le parent qui ne va pas bien. Ça peut être le papa aussi. Mais si vous ne traitez pas en même temps l'interaction et vous soutenez pas le développement de l'enfant, lui, il peut pas attendre 4 ans. Son développement, il est déjà très, très bien installé. Donc vraiment, il faut pouvoir travailler sur les deux à la fois. Il y a des aspects à la fois psychiques, développementaux, mais aussi environnementaux et culturels, comme ça a été très bien dit par mon collègue, avec une construction qui est mutuelle de l'anténatal au postnatal. Donc,
ça se construit dès l'anténatal. Alors Winnicott disait même dès le moment où il y a le désir d'enfant, hein, même la petite fille qui joue déjà avec sa poupée, hein, toutes les représentations qu'on a de la parentalité, elles viennent du transgénérationnel déjà, donc ça vient de très loin. Mais bien sûr qu'il y a la dynamique au cours de la grossesse qui est très importante, où déjà vous, qui accompagnez aussi un certain nombre de femmes enceintes, vous avez accès à ce processus, qui est un processus à la fois dynamique et fragile. Et c'est très important qu'il soit dynamique. Tout ce qui est figé, nous, on n'aime pas ça, hein, parce qu'en fait, on est sur une période où il faut s'adapter. Pourquoi c'est compliqué pour certains? C'est souvent que le stress, hein, c'est pas le stress en lui-même, c'est que ce stress vous empêche d'avoir des capacités d'adaptation, d'être pleinement dans le mouvement psychique de la grossesse, puis dans le mouvement psychique qui va vous obliger à être disponible psychiquement pour l'enfant. Et on sait bien que même pour les apprentissages plus tard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois à ce moment-là. Donc une évolution qui est très dynamique au cours de la grossesse, qui est une crise identitaire pour les parents, où on élabore de nouvelles représentations de soi, mais aussi du futur enfant qui vont nourrir le fonctionnement et l'identité de cet enfant plus tard. Une période de transparence et de porosité psychique qui a été très bien décrite par Monique Bydlowski. Je vous ai mis des références sur la droite pour ceux qui veulent vraiment approfondir ces questions. Et cette transparence psychique qui a été très bien décrite dès le début des concepts sur la périnatalité, elle est source d'une vulnérabilité, mais aussi d'une grande puissance de travail. C'est une période où les parents ils sont prêts à tout remettre sur la table. Hein. On dit, on reparle des conflits anciens, comme si on essayait de résoudre un petit peu tout ce qui s'était passé auparavant pour se préparer à l'arrivée de cet enfant. Et d'ailleurs, souvent, ça s'apaise un mois ou deux avant l'accouchement, hein, comme si voilà, on va enfin laisser la place. Mais on a besoin de faire ce travail-là. Hein. Les situations de déni de grossesse, finalement, hein, on a pas mal de situations comme ça, un déni de grossesse et puis vous accouchez prématurément, vous avez eu un mois pour vous préparer à la naissance, bah, ces mamans, elles vous disent bien 6 mois après la naissance du bébé, moi je me sens toujours pas maman de ce bébé. Hein. On a besoin de ce travail psychique, hein. C'est nécessaire et s'il se fait pas, on peut pas accueillir correctement l'enfant. Et puis, en dehors de l'aspect des représentations, il y a des relations avec le fœtus qui s'instaurent. On le voit très bien, moi j'accompagne aussi des interruptions médicales de grossesse, des mamans qui perdent leurs enfants. Le lien avec le bébé, même s'il est in utero, il est déjà très présent. Hein, et elles perdent un enfant, c'est pas un fœtus, c'est un enfant pour elles hein, déjà, et pour ses papas aussi. D'ailleurs, maintenant, moi j'arrête aussi les pères, hein, il ne faut pas le négliger dans cet aspect-là. On parle de la maternité, mais les pères, les conjoints, ils sont tout aussi impliqués dans la parentalité. Et je crois qu'on a vraiment aussi encore un travail à faire pour leur donner une place hein, aussi plus importante dans les maternités et en postnatal. Alors, vous avez parlé des travaux de Ruth Feldman. Moi, j'ai travaillé avec Ruth Feldman pour ma mobilité, donc je connais très bien ces travaux qui ont vraiment soutenu toute la base biologique qu'on connaît maintenant sur le développement des interactions, qui soient in utero et qui vont continuer à se développer. C'est vrai que ces travaux sur l'ocytocine, je vous encourage à les regarder. Il y a un travail entre c'est pas une transmission, mais des interactions entre un père et son enfant et le taux d'ocytocine du père augmente avec celui de l'enfant. Hein, c'est vraiment assez génial de l'observer. Hein. Plus la qualité de la relation est bonne, meilleurs sont les taux d'ocytocine pour le père, mais aussi pour l'enfant. Alors que c'est plus facile sur les pères parce que la mère, avec l'allaitement, l'ocytocine, c'est des taux très, très variables. C'est plus difficile de faire ces études-là sur les mères. Donc on sait qu'il y a un lien avec des structures biologiques, avec l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui sont toutes les hormones de stress en particulier. Et ça, c'est du prénatal au postnatal avec une implication qui va être sur le fonctionnement des adolescents plus tard, hein, qui a été très bien démontré par des travaux comme ceux effectivement de Ruth Feldman, qui a des substrats aussi neurobiologiques avec les niveaux de dopamine qui sont modifiés, de sérotonine qui sont plus bas dans les situations de stress, des perturbations de l'EEG, un impact au niveau cognitif et comportemental sur les agitations, des retards sur les performances. Alors, ce n'est pas des retards mentaux, hein, vous savez que pour parler de retard mental, on doit être en dessous de 70 hein, au niveau du QI, donc effectivement, c'est plutôt sur 80, hein, mais 80, déjà, ça a un impact sur le fonctionnement de l'enfant, et puis en particulier sur les aspects comportementaux, affectifs et psychiques du développement de l'enfant, et en particulier sur les capacités d'empathie hein, des adolescents avec tous les troubles du comportement qu'on peut avoir en ce moment. Et vous savez qu'on est complètement débordés, hein, nous les pédopsychiatres en ce moment, sur des enfants qui ont
entre les troubles du comportement, les troubles suicidaires, les phobies scolaires qui ont augmenté en post-Covid et qui sont vraiment très, très problématiques. Alors, les interactions, ce qui est complexe, c'est qu'on est sur un système. Il ne faut pas considérer seulement un des acteurs, il faut considérer l'ensemble des acteurs en même temps. Et c'est ça qui est compliqué dans l'observation des interactions, et qu'on est sur une sorte de spirale qui peut être aussi bien positive que négative. Quand ça commence à y avoir des grains de sable dedans, on va aller dans la dégradation. Quand l'enfant et le parent ne se rencontrent pas, eh bien, ils vont de moins en moins se rencontrer. Donc il y a vraiment là un enjeu d'infléchir cette courbe et cette spirale. Ce qui est le plus facile à observer, c'est les aspects comportementaux, c'est le regard mutuel, l'attention jointe, qui sont en elles-mêmes, qui vont encore une fois se nourrir les uns les autres. Un bébé qui regarde bien sa mère, une mère qui regarde bien son enfant, ça va être de plus en plus fréquent, ça va aussi nourrir et gratifier le parent. Un bébé qui vous regarde, même si ce n'est pas votre enfant, vous-même, vous vous sentez bien. On a notre petite dose d'ocytocine, on a un petit shoot, ça marche très très bien. Mais alors quand il ne vous regarde pas, et qu'il ne vous rencontre pas, là, on va être très attaqué. Et les mamans, elles se sont très vite rejetées par cet enfant qui ne les regarde pas, qui les évite, etc. Il y a des aspects corporels qui sont plus difficiles à percevoir. On est beaucoup aidé, nous, dans notre domaine, par la vidéo, qui nous permet de faire de la micro-analyse. Il y a tout ce qui est autour du portage, les appuis. Et ça, je vous encourage, même quand vous ne savez pas, à adresser à des psychomotriciens qui sont très forts pour ça, qui vont aider à rentrer en lien, aider l'enfant à trouver ses appuis, aux parents à se positionner. Donc, dans le portage, il y a le portage physique, mais il y a le portage aussi psychique, c'est le handling. Et puis, un dialogue tonique. Il est plus difficile de rentrer en communication avec un bébé hypotone. Moi, je m'occupe beaucoup d'enfants prématurés, par exemple, qui sont assez mous. Et c'est beaucoup plus compliqué pour un parent de s'occuper d'un enfant qui ne va pas répondre quand vous le portez, qui ne va pas bien se lever dans les bras. Donc, on a toujours tendance à dire c'est le parent qui ne sait pas bien faire. Je crois que c'est un mouvement vraiment sur lequel il faut qu'on travaille parce qu'il faut vraiment aussi observer l'enfant et comment il est. C'est beaucoup plus difficile aussi de s'occuper d'un enfant qui est irritable, qui a un RGO par exemple. Les reflux, vous avez des parents pendant 6 mois, vous avez des bébés qui demandent à être portés, qui ne peuvent pas être posés. C'est très fatigant. Il suffit que votre parent soit un peu fragilisé pour une raison ou pour une autre, il va complètement craquer. D'autant plus que, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'environnement soutenant, les grands-parents, l'aide, on dit qu'il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant, et bien là, on a un effondrement. C'est là qu'il y a un danger de négligence, de maltraitance, parce qu'un bébé qui pleure tout le temps, vous avez envie de le mettre par la fenêtre. Tous les parents vous diront ça. Et c'est normal, il y a des mouvements comme ça, sauf que quand vous allez bien, vous appelez votre mère, votre mari, vous avez un relais, et puis il ne va pas par la fenêtre. Mais c'est normal que face à un bébé que vous n'arrivez pas à calmer, les parents se sentent très très attaqués, très rejetés, et c'est très compliqué pour eux émotionnellement. Donc vraiment un enjeu important. Il y a l'aspect vocal qui est aussi quelque chose facile à observer. Il n'y a pas que les cris. On dit souvent un bébé qui pleure, c'est un bébé qui va bien. C'est un bébé qui arrive à s'exprimer. Nous, en néonat, on est content quand il commence à pleurer, parce que ça y est, ils ont l'énergie de s'exprimer. Un bébé qui ne s'exprime pas du tout, c'est les risques de TSA. Vous savez, un enfant qui a des risques de troubles du spectre autistique, la première année, il est très très sage. Après, il commence à être très compliqué à gérer, mais un enfant, ça doit s'exprimer, et c'est son mode d'expression. Il n'y a pas de manuel pour reconnaître les cris du bébé. Alors ça, il y a eu beaucoup de modes là-dessus, d'application. Les cris du bébé, ils vont se différencier par les interactions, parce que le parent va émettre des hypothèses sur l'état interne de l'enfant, et ce sont ces hypothèses, ce langage qui va permettre à l'enfant petit à petit de reconnaître ses états internes qui sont au début j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai vu trop de parents aujourd'hui, trop d'adultes je veux dire aujourd'hui, et c'est progressivement qui va différencier ces différents pleurs. On a ce cordon ombilical acoustique, un bébé qui pleure, on se sent tous concernés.
Vous allez dans le bus, tout le monde est très tendu s'il y a un bébé qui pleure, tout le monde a envie d'aider la maman, qui d'ailleurs la met souvent mal à l'aise. Je pense que ça vient un peu de l'éthologie. Souvent, c'est du temps où on était chasseurs-cueilleurs. Si vous aviez un bébé qui pleurait dans la savane, en fait, ça mettait tout le monde en danger. Ça fonctionne toujours. Donc, on est tous mobilisés pour ça. Et quand les parents ne réagissent pas, c'est que vraiment il y a un problème. Vous devez vous-même aussi réagir. Et puis, il y a un langage très particulier qu'on appelle le motherese, qu'on fait tous instinctivement face à un enfant, qui sont ces pics de langage, qui sont « Oh, mon petit chéri, comment ça va ?» Oui, là, vous entendez cette petite intonation, on le fait spontanément. Enregistrez-vous, vous allez voir. On a fait des études pour bien montrer que c'est complètement, ça existe dans tous les pays du monde, avec les enregistrements audio, on a vraiment bien déterminé ça. Et ce langage-là est très important pour développer le langage de l'enfant. Ça n'existe pas sur les applications Internet et les téléphones portables. C'est pour ça qu'on a beaucoup de troubles de langage. Vous savez qu'on a des gros problèmes en ce moment avec les écrans, du fait qu'on dit que c'est interactif, mais ce n'est pas interactif comme ça ne fait pas de motherese. Et ce motherese, ça maintient l'attention de l'enfant. Et les parents spontanément le réduisent au bout d'un an quand l'enfant se met à parler, puisque le langage se développe. Donc on sait que ça fait partie des indices. Je vous donne ces petits indices qu'on peut percevoir ou qu'on doit percevoir, qu'on n'a pas. Par exemple, une mère déprimée, elle ne le fait pas. Parce que vous avez ce ton monocorde par rapport à qui est dû à la dépression et qui va faire que, effectivement, c'est pour ça qu'on a des retards de langage chez des enfants de mères déprimées. Je vous passe un peu. Il y a la tonalité affective qu'on voit d'emblée, c'est-à-dire que une maman qui sourit, son bébé, il a tendance à sourire. Un bébé qui sourit, même s'il sourit aux anges, la maman, ça va être la gratifier aussi. Et donc, encore une fois, vous avez tout de suite une tonalité affective qui s'échange entre parents et enfants. Donc il y a une interaction aussi, une sorte d'harmonisation affective de la relation qui se fait que vous allez tout de suite sentir quand vous allez rencontrer une dyade. Et cet aspect-là, il faut vous faire confiance. Un échange qui se passe bien entre deux parents où c'est positif, en fait, vous allez être bien. Par contre, quand ça circule pas bien, quand tout le monde est morose, un bébé qui sourit jamais, ça va vous mettre mal à l'aise. Cette impression, cet aspect un peu contre-transférentiel, on dit dans notre jargon à nous, il est très signifiant. Des fois, vous avez du mal à mettre des mots dessus parce que ça se passe très vite dans les interactions. On va voir en 2 minutes, on voit comment se passe une interaction. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Mais par contre, on est sur de l'infraverbal. On est sur le sensoriel. Le bébé, il est sur le mode sensorimoteur. On a besoin d'être dans cette position régressive pour rentrer en communication avec lui. Et du coup, parfois, on a du mal à trouver les mots pour décrire cette interaction et pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre aspect sur les interactions affectives, c'est la référence sociale, ce qui fait allusion, tout à l'heure il y a eu beaucoup d'allusions à la théorie de l'attachement, la référence, le parent, il doit amener cette sécurité affective qui va permettre à l'enfant d'aller explorer, mais il y a cette notion aussi de référence sociale. L'enfant, il va se référer à son parent pour savoir, son caregiver, celui qui est là le plus souvent, pour savoir comment il doit être. Toujours cet exemple en suite de couches, une maman, c'est son premier bébé, elle n'est pas encore très à l'aise, les premières visites, vous avez la belle-mère qui rentre, même si elle est très gentille, sa belle-mère, elle n'a pas encore très envie de lui passer son bébé, mais malgré tout, elle lui passe parce qu'elle se sent obligée. Et le bébé, il sent que la mère, elle n'est pas à l'aise et il se met à pleurer dans les bras de la belle-mère. Vous voyez, c'est un grand classique. C'est pas parce que la belle-mère elle l'a pas bien pris, mais l'enfant il s'appuie. C'est pour ça aussi que parfois les séparations pour aller en crèche se passent pas bien. C'est pas parce que l'enfant est pas prêt. C'est cette question de l'attachement et des angoisses de séparation. Si la maman psychiquement elle est pas prête parce que il y a eu un parcours, parce qu'elle a été malade en postnatal, qu'elle n'a pas profité de son congé maternité et qu'elle se sent pas prête, eh bien l'enfant il va pleurer toute la journée et ça va mal se passer. Même si la nourrice ou l'assistante maternelle, elle est formidable. Donc, et parfois, ça m'est déjà arrivé d'arrêter, de prolonger un peu les arrêts. On va travailler pour que cette maman, elle soit prête à cette séparation. Et parce que c'est un ensemble. L'enfant, il suit son parent. C'est la personne la plus importante pour lui. On est encore dans cette bulle et on doit travailler ensemble en essayant de ne pas les culpabiliser, ces mamans, le plus possible.
Je vais vous passer ça, c'est un peu complexe. Donc cette qualité des interactions par enfant, elle conditionne la qualité de l'éveil du nourrisson, la qualité du développement, ça a déjà été dit, mais physique et psychique de l'enfant. Donc vraiment un élément très important, même de santé publique en général, hein, et d'impact aussi, même pour nos finances de santé publique, sur le fait qu'on n'intervient pas assez et qu'on ne met pas souvent assez de moyens sur cette période-là. Pour que des interactions se passent bien, il n'y a pas de lien dit normal. Hein. Moi, j'aime bien de rappeler cet aspect-là, parce que les parents ils vous disent, il est où le manuel là, pour devenir parent, hein, il n'existe pas. C'est chaque parent va avoir son propre style parental. Et c'est surtout réussir à être parent ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Du couple à la triade, on dit, c'est pas si évident que ça. On peut avoir un couple qui s'entend très bien, mais alors, par contre, être parents ensemble, leur mode éducatif, leur représentation de la parentalité sont très différentes. Ils n'arrivent pas à s'ajuster. C'est important aussi parfois de les aider à s'ajuster. Hein, mais des fois, c'est pas grand-chose. Hein, c'est demander au papa, mais vous, alors comment vous voyez les choses, hein, et pourquoi là, ces règles-là, pourquoi c'est si important pour vous? Souvent, ils n'ont même pas eu ce dialogue-là à la maison. Et souvent, faire de l'intermédiaire, c'est très important. Ça évite que des parents et des enfants se retrouvent tous séparés. Hein, c'est souvent le manque de dialogue avec le manque de sommeil en postnatal qui vont vous faire éclater, hein, des couples et des familles. Donc l'idée, c'est vraiment rester dynamique, ouvert et créatif sur cette période-là. Oui, important aussi l'influence culturelle. C'est parce que bien sûr qu'on va décrire comme le portage, la vocalisation, le toucher, mais en fait, on a tous des styles, hein. Vous avez des cultures où on touche beaucoup, hein. Les Africains, ils sont beaucoup dans le portage et dans le toucher, mais ils ne parlent pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que leur interaction, elle est moins bien que l'Italien qui parle tout le temps, hein. On a vraiment l'enfant, et c'est d'ailleurs une des difficultés des outils qu'on a essayé de développer pour évaluer les interactions, c'est qu'il y a plein de styles, il y a plein de manières d'être, hein. Encore une fois, l'idée, c'est d'être bien ajusté aux besoins de cet enfant-là à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, mais que c'est plutôt la capacité créative qui va être plus importante, la disponibilité affective de l'adulte, et tout ce qui va empêcher cette disponibilité va gêner l'interaction. Alors ça peut être l'état de santé de la mère, hein, ne pas négliger les traces de la prééclampsie avec les hypertensions par exemple, sa sécurité affective, il y a le conflit familial, hein. Pourquoi l'impact du conflit de couple? Parce qu'elle n'est pas en sécurité. Pourquoi l'impact aussi, on parle toujours de la précarité, c'est pas le fait d'avoir des problèmes d'argent à la fin du mois, mais c'est de ne pas savoir où est-ce que vous allez dormir ce soir, hein. Ça devient votre préoccupation, ça vous prend la tête comme disent nos ados, hein. Vous ne pouvez pas penser à plusieurs choses à la fois, et vous avez besoin de cette disponibilité psychique pour pouvoir être complètement dans cette préoccupation maternelle primaire qui a été décrite par Winnicott, parce que ce bébé, il faut réussir à le comprendre, à percevoir ses signaux et y répondre. Et puis, il y a la nécessité de stabilité. C'est ça que nos mamans borderline, par exemple, qui sont les états limites, hein, celles qui sont très fragiles sur le plan narcissique, elles n'arrivent pas à faire. Des fois, vous les voyez sur 2 minutes, elles sont super, et puis 2 minutes après, elles ne tiennent plus. Je vais accélérer. Donc vraiment, la question de la cohérence qui est très importante. Pour ça, il faut bien connaître les compétences du nourrisson, qui sont très développées en fait à cet âge-là, et on se rend compte qu'on a encore beaucoup d'inconnus dans la population. Je pense que ça c'était bien développé pour vous, qui sont à la fois motrices, sensorielles, sociales, mais ces compétences, elles dépendent aussi des états de vigilance du nourrisson. Beaucoup de parents pensent que c'est comme dans les livres, finalement, il va être hyper performant dès la naissance, etc. Mais ça dépend s'il est en état d'éveil, s'il ne dort pas, hein, s'il n'est pas fatigué. Donc montrer rien que l'observation conjointe de l'état de l'enfant et de ses compétences est déjà une source thérapeutique pour les parents, pour les aider à rentrer en communication avec leur enfant. Et plus le parent, là, la figure d'attachement principale, va profiter de ces états d'éveil de l'enfant, plus ils vont être fréquents et ils vont durer longtemps. Encore une fois, c'est notre spirale interactive positive. Je vous passe ça. Une notion importante que je veux quand même vous dire, pour observer le bébé et sa famille, il faut se mettre en condition. Ce n'est pas long, mais il faut le faire. Si vous vous contentez du discours parental, vous n'avez que la projection éventuellement de l'anxiété ou de la banalisation du parent, hein. Les autoquestionnaires, c'est vraiment leur limite. Un parent, vous avez des mamans qui vous disent ah non mais c'est horrible, j'y arrive pas, c'est insupportable, puis quand vous la voyez 2 minutes avec l'enfant, en fait, elle se débrouille très bien.
Et puis une autre maman qui vous savez, fragile, qui vous dit non mais c'est parfait, j'ai besoin de rien, surtout de rien. Puis vous la voyez 2 minutes et là c'est catastrophique. Donc vraiment, il faut observer 2 minutes l'enfant, pas longtemps, mais 2 minutes, vous voyez tout. Et il faut savoir que votre observation forcément va modifier l'interaction. Il ne faut pas se leurrer. On est en consultation. Elles ne vont pas se montrer comme à la maison. On a bien sûr, entre la visite à domicile et la consultation, il faut répéter les observations et se mettre en position. Donc les outils, c'est facile. Il faut juste avoir des jeux adaptés pour les enfants dans son cabinet, mais il faut les avoir. Si vous n'avez rien adapté pour rentrer en communication avec un enfant, ça ne va pas fonctionner non plus. Des outils, je vous ai quand même mis une petite liste. Il existe plein d'échelles. Elles sont à votre disposition. On peut se former. Il y en a qui demandent de formation, d'autres qui demandent moins de formation. Et voilà. Tout à l'heure, on l'avait mise. Je voulais vous montrer la petite vidéo, mais c'était pas celle-ci. Je suis désolée, elle n'est pas passée. Vous regarderez cette vidéo qui s'appelle Expérience Tisfait. Je ne sais pas si on a le temps. Parce que c'est une petite vidéo qui est... non, on avait enregistré tout à l'heure avec le collègue du preview, où on a une maman qui rentre en interaction avec son enfant, on voit toutes les capacités d'imitation, un bébé qui répond très bien, etc. Et puis, elle répond à son téléphone. Une situation classique de tous les jours. Et vous voyez ce bébé, d'abord qui regarde le caméraman, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle répond plus elle n'est plus en interaction avec moi ?» C'est un bébé de 2-3 mois. Il vocalise, il essaye d'appeler sa mère, il s'agite, il bouge ses pieds, il se retourne, il se détourne, il finit par pleurer et là, enfin, elle s'arrête. Tous les bébés font ça, le still face. Et ça, on leur fait ça tous les jours avec nos histoires d'écran. D'accord? Et vous avez tous, je suis sur votre téléphone avec vous. Les bébés, ils vivent ça tous les jours, de plus en plus. Et ça, l'écran fait écran vraiment à l'interaction. C'est un vrai souci. Ça donne un impact, je pense que vous le voyez tous les jours dans vos consultations, des retards de langage, des troubles du comportement, des troubles des habilités sociales et une dysrégulation émotionnelle. Ce n'est pas l'écran en soi, c'est que l'écran empêche le parent d'être en communication avec son enfant. Et il ne faut pas forcément longtemps, mais au moins un petit peu. Donc je vous passe ça. Donc en pratique, ce qui doit vous inquiéter sur les comportements des enfants, le retrait relationnel, c'était évoqué, des troubles du comportement, vous avez 2 types de comportements du bébé, soit il s'agite, soit il est apathique, des retards de développement psychomoteur, mais même des troubles fonctionnels quand vous ne retrouvez pas d'éléments somatiques, le sommeil, l'alimentation, les coliques, les reflux, et puis bien sûr les troubles en soi-même qui sont beaucoup plus importants. On est sur une période sensible, unique pour le parent et pour l'enfant, pour développer leur comportement d'attachement, rejouer les conflits pour les parents. Et pour les parents, il est nécessaire d'avoir des contacts précoces, réguliers, prolongés avec leur nouveau-né, de bonne qualité. Pas forcément toute la journée. Une maman qui est à la maison en congé parental mais qui n'en peut plus, ça ne va pas bien se passer. Il vaut mieux, à la limite, qu'elle retourne travailler si ça lui fait du bien, que l'enfant il soit en crèche la journée avec d'autres interactions, mais que le soir, quand elle est avec lui, elle soit disponible pour lui. C'est ça que demande l'enfant, la disponibilité psychique et relationnelle. Et là, je vous ai mis le dispositif qui existe, que vous ne connaissez pas bien. Ça, je me suis rendu compte, dans le cadre du réseau, on fait beaucoup de formations là-dessus. On a beaucoup d'outils à notre disposition. Un outil sur lequel vous allez être de plus en plus sollicité, c'est l'entretien postnatal précoce. Il y a beaucoup de sages-femmes qui le font, mais les médecins généralistes peuvent faire les entretiens postnataux à 2 mois, qu'on a le droit de renouveler une fois, qui sont vraiment un outil d'évaluation et de repérage des vulnérabilités au niveau des interactions. Vous avez à votre disposition des unités psy-périnates. On a beaucoup insisté pour en développer sur tout le territoire, même s'il y a encore des inégalités. Et puis, énormément de partenaires, les CMP, les associations, l'aide sociale à l'enfance, les PMI. Quand il n'y a pas de famille, la PMI, la TISF, c'est la figure grand-parentale qu'il faut mobiliser. Et on essaye, alors il y a encore beaucoup de travail, et je suis désolée pour vous sur les territoires. On sait qu'on est mal repéré, les unités de psy-périnate. On travaille avec les réseaux pour que ça soit mieux repéré. Il y a eu beaucoup de financement avec les 1000 jours à ce sujet et on va essayer de vraiment se mettre avec les réseaux pour que vous puissiez, sur chacun de vos territoires, bien connaître les structures. Mais si vous avez un doute,
Moi, c'est la consigne que je donne maintenant sur la première année de vie de l'enfant. Vous rappelez les psys de mater. Les psys de mater, de là où la maternité où a accouché la femme, connaissent le réseau périnate et vous saurez où adresser cette famille et même les pères. Voilà, où il y a vraiment des dispositifs pour les pères et les conjoints maintenant. Merci de votre attention.